bienvenue dans cette nouvelle émission Lumière Internationale qui est à son deuxième numéro. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous y êtes et nous y sommes. Aujourd'hui, spécialement, nous allons essayer de rentrer dans la décortication, bien sûr, des articles, bien sûr, de l'ONU. Quelles sont les prescriptions de base sur lesquelles l'ONU s'est assise? Nous allons essayer d'en débattre précisément. On rentrera quand même dans le chapitre premier de la Charte des Nations Unies que nous avons en face de nous ici sur le plateau de Tempo Afrique TV. Je vous rappelle que bien sûr cette émission est en train d'être enregistrée et la mise en onde se réalise par Malik Sall qui est de l'autre côté en train de nous suivre et de nous faire tout ce qui soit comme technique. Alors pour en débattre, j'ai un invité sur le plateau, Marcel Kodje. Marcel, bonsoir. Oui, bonsoir Gabriel, bonsoir à Malik et bonsoir nos amis qui sont branchés sur Facebook. Bonsoir à nos téléspectateurs, téléspectatrices et bonsoir à toute l'Afrique et le monde entier. Merci. Vous êtes activiste, membre de l'Amnesty International. Alors, vous êtes mieux placé de bien vouloir éclaircir les téléspectateurs qui sont branchés actuellement, qui nous suivent dans cette nouvelle émission. Alors, qu'en est-il exactement pour ce qui concerne la loi de veto des 5 pays permanents du Conseil permanent, bien sûr, de l'ONU? On va essayer de décortiquer ça tout de suite. Alors, avant de venir au fond de la décortication rapidement, je vous fais véhiculer un peu la citation de l'article 2 du chapitre 1 de la Charte des Nations Unies. En paragraphe 7, nous dit « Aucune disposition de la présente charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement au terme de la présente charte. Toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre 7. Voilà l'un des paragraphes, j'allais dire, de l'article 2 du premier chapitre de la Charte des Nations Unies. Alors, Marcel Kodje, il y a quelque chose que nous appelons aujourd'hui loi de veto, ce que le monde entier, c'est-à-dire la population des pays du monde entier, ne comprennent pas du tout. La loi de veto, qu'est-ce que c'est? Je voudrais vous êtes mieux placé pour essayer de nous décortiquer un peu, nous entretenir dans ce point-là. Mais il faudrait tout simplement que je rappelle surtout des points essentiels aux téléspectateurs et également aux praticiens de la politique du monde entier, surtout les opposants des différents pays du monde entier. Alors, en 2020, les élections présidentielles s'annoncent déjà au Togo, également en Côte d'Ivoire, également en Guinée et d'autres pays également. Mais les opposants de ces pays-là clament déjà à l'arme que voilà, le moment où ça va péter, ils vont essayer d'appeler l'ONU au secours. Or, la loi de veto se plane déjà et l'ONU n'est que 5 pays permanents, qui est d'abord la Russie, la France, la Chine, les États-Unis et la Grande-Bretagne. L'Afrique regorge 54 pays, mais l'Afrique ne s'est pas fait représenter. Alors, Marcel Kodje. Tout à l'heure, vous avez lu l'article premier. Ils nous disent qu'ils ne peuvent pas intervenir. Peut-être c'est un organe de pacifisme pour pacifier lors des conflits. Mais aujourd'hui, on voit uniquement que des contraires, ceux qui interviennent. Ils agissent, ils utilisent les armes. Ils non, mais leur réaction sur le terrain, ça relève quand même la décision, suite à une décision, bien sûr, des 5 pays permanents du Conseil. Hein. Oui, maintenant, pour pouvoir avoir ces 5 pays dont on parle là, pour pouvoir avoir la main mise sur toute la loi, parce que vous voyez que ça va de, comment dirais-je, pour moi, c'est le contraire, parce qu'ils ont dit là-bas qu'ils ne vont pas régler les conflits en cas de... Mais en même temps, ils prennent des résolutions pour les couvrir. Vous allez comprendre qu'à chaque fois qu'ils vont intervenir, ils prennent des résolutions.
Donc, ils disent que c'est sous la résolution de tel article qu'ils sont venus. Vous voyez que c'est le contraire. Mais Marcel, oui, Marcel, dans l'article fondamental, bien sûr, de la Charte des Nations Unies, il est écrit c'est une association des Nations Unies. Alors, quand on parle de l'association, la loi internationale, la loi 1901, qui est prônée un peu partout, c'est là où nous ne comprenons pas exactement la loi de veto que prônent les 5 pays permanents. Oui, les 7 pays permanents dont on parle, ce sont les grands financiers. Ce sont eux qui mettent beaucoup la main à la poche. C'est ça aussi le problème. Parce qu'apparemment, si vous voyez sur la liste aujourd'hui au niveau de l'Afrique, il y a beaucoup de pays africains qui ont une dette envers l'ONU. Vous savez, qui ont une dette envers l'ONU. Mais pourtant, ce sont tous les grands exploitateurs ou bien les grands qui ont des trucs de minerais. Alors, je me demande, c'est nos chefs d'État, qu'est-ce qu'ils font avec leur argent? Peut-être c'est pour les épargner à Singapour. Ils ont des dettes envers l'ONU. Et les grandes puissances, l'Angleterre, la France, les États-Unis, c'est eux qui mettent de l'argent, Donc, ils sont obligés de mettre un droit de veto, le droit de puissance sur ces pays, parce que c'est nous qui donnons, nous avons notre dernier mot. Vous voyez? Donc, c'est ceux qui mettent de l'argent, vous-même en famille, celui qui est le père, celui qui est le chef de famille qui donne de l'argent, il a le droit de veto sur toute la famille. C'est comme ça en Afrique, pas en Afrique, dans le monde, la vie, comment dirais-je, la vie, que dirais-je, quand tu donnes de l'argent, celui qui donne plus, tu as un droit de veto sur la personne. C'est pour cela que tu vois nos chefs d'État, nos présidents, là, parce que c'est le chef d'État qui les nomme, ils sont nommés, donc ils n'ont pas. Non, le président a le droit de veto. Vous voyez, quand il y a des députés qui sont nommés, ils n'ont pas de décision. Oui, Marcel, est-ce que politiquement parlant, lors des élections, par exemple, et également d'autres conflits politiques, est-ce que l'ONU doit intervenir? Normalement, l'ONU doit intervenir parce que l'article 1er le dit qu'il doit intervenir pour pacifier. Quand il y a des pays où ils sentent qu'il y aura des conflits, mais ils doivent intervenir. Mais pourquoi ils attendent souvent qu'il y ait une résolution? Et vous voyez dans leur article, ils ont dégagé tout simplement que toute nation, ils ont laissé l'indépendance à toute nation de disposer d'elle-même. Donc, c'est tout simplement qu'ils ne peuvent pas s'ingérer directement dans les affaires politiques. Ce sont des faux problèmes. Moi, quand on me dit que des histoires, ce sont des faux problèmes, du moment où la France est notre colonisateur, comme prenons l'exemple sur le Togo, la France est notre colonisateur. Quand ces présidents-là, quand ils veulent devenir président, ces chefs d'État, ils vont d'abord à la France. Ils vont premièrement au Quai d'Orsay pour aller demander la bénédiction au Quai d'Orsay. Donc, ce Quai d'Orsay et la France ont le droit sur eux. Pourquoi ne pas intervenir quand il y a des conflits? Et pourquoi on dit qu'ils sont indépendants? Pourquoi font-ils se recevoir la bénédiction avant d'être élus? Oui, Marcel, souvent l'intervention de l'ONU dans des différents conflits politiques dans le monde entier, l'ONU ne fait qu'épauler, j'allais dire bien sûr, le président au pouvoir. D'habitude, nous allons constater tout dernièrement la CEDEAO ici dans le conflit politique du Togo, la CEDEAO n'a que fait épauler un peu le pouvoir et finalement le pouvoir existe aujourd'hui. Non, c'est au niveau de la CEDEAO, on nous a préparé une feuille de route. Oui, voilà que la feuille de route oui, voilà, non. Étant donné que c'est... Oui, Marcel, étant donné que ce n'est pas de... Ce n'est pas de ça qu'on discute, mais la feuille de route de la CEDEAO n'a pas été exécutée. Et également, la CEDEAO qui est devenue comme police, qui doit veiller à ce que sa feuille de route conseillée au Togo doit être pratiquée à la lettre, ne l'a pas fait exactement. Donc, quand nous-mêmes, nous, les gens qui sont en conflit, quand nous ne voulons pas avoir disons, l'opposition ne veut pas s'entendre, comment est-ce que les gens peuvent faire avec vous? On vous a trouvé la feuille de route. On vous dit, entre l'opposition, de vous attendre le président ghanéen, qui était le maître ou bien le titre de conflit, le médiateur, il était déçu de l'opposition parce que les gens voulaient, chacun voulait, parce qu'ils pensaient que déjà ils avaient la victoire. Chacun voulait tirer le drap de son côté. Si c'est la dame là qui est Premier ministre ou qui serait Premier ministre ou qui serait au devant, nous on n'est pas d'accord parce que nous sommes des partis. Voilà le problème togolais. On a bien tracé, c'est le même système que l'ONU. L'ONU, il doit s'imposer.
Parce que la fois dernière, je suis un débat, comme Maître Agent, oui, que Mme Adjamangbo avait demandé que l'ONU intervienne pour organiser les élections. On dit oui, parce que quand l'ONU avait organisé les élections au Togo, c'était en 1958. Ça, c'était le Togo était sous protectorat. Aujourd'hui, c'est un pays indépendant. On dit que nous sommes indépendants et nous allons recevoir la bénédiction avant d'être élus. Et on me dit que vous êtes indépendant. Oui, au même moment, voilà les politiciens qui appellent l'ONU automatiquement de venir organiser une élection présidentielle. Est-ce que ça vaut la peine? C'est faisable. De toute façon, le Togo, ça, c'est l'opposition qui lance un appel. Si l'ONU était truc là, voudrait au moins une cohérence. Oui, Marcel. Oui. Vous croyez que l'ONU viendra sur le territoire togolais sans l'aval de la France? Mais si l'ONU constate qu'il y aura un conflit, vous savez qu'ils sont prévisibles. Moi, je me rappelle le temps de la Côte d'Ivoire, où c'était chaud. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Mais moi, j'étais membre de réfugiés, j'étais là. Mais ils avaient déjà prévu qu'il devait y avoir un conflit. On nous a fait sortir de la Côte d'Ivoire. Moi, j'étais sorti quand les trucs ont commencé. Donc, moi, je me suis dit, arrivé ici, je me suis dit, les gens là savaient déjà, ils prévisaient qu'ils savaient qu'il devait y avoir un truc violent. Vous voyez, il était prévisible. Donc, au Togo, s'il voit qu'aujourd'hui, peut-être demain en 2020, il aura des problèmes, l'ONU doit intervenir très tôt. Mais voilà qu'ils ne le font pas, l'ONU vient tardivement, on dirait médecin après la mort. C'est au peuple en opposant de les appeler parce que le chef d'État, lui, il est dans son truc, lui, il ne peut pas demander à l'ONU parce que s'il vient que l'ONU intervient aujourd'hui pour organiser les élections, les élections sont transparentes. 50-50. Donc, selon l'explication des leaders de l'opposition, ils disent que le moment où la population serait sortie dans les rues et on tire déjà sur eux, il y a un tel nombre de morts. Si le nombre de morts ou de blessés devient important, en ce moment-là, l'ONU sera là. Pas nécessairement que le nombre de morts. Ne pensons pas. Quand la population va envahir toutes les rues, va mettre là. Vous voyez tout récemment au Liban, quand tout le monde, à cause des décisions économiques, à cause de la corruption, tout le peuple était dehors, même quand il pleuvait. Mais le pouvoir était, le gouvernement a démissionné. C'est la même chose que les Togolais aussi doivent faire, avant que l'ONU arrive. Parce que quand la France aurait compris que les Togolais sont toujours dans la rue, ça fait 72 heures, 48 heures, ou bien comment dirais-je, 7 jours, comme aujourd'hui en Algérie. En Algérie, les jeunes sortent. Est-il que s'ils sont là sur le terrain du lundi au vendredi, ou 7 jours sur 7, vous allez voir que la France va dire son mot. Mais comme ils ne manifestent qu'aujourd'hui que les vendredis, vous voyez que le chef de l'État, celui qui est là, il fait l'oreille sourde. Il va aller aux élections, va en décembre. Mais il s'est déjà annoncé d'ailleurs. Hein? Ah bon, qui serait candidat? Oui, il s'est déjà annoncé. Donc, ça sera proclamé officiellement. Sinon, il s'est réuni avec certains chefs traditionnels et certains cadres de la place. Et puis, automatiquement, il a annoncé. Alors, bien, maintenant, Marcel, pour ce qui concerne les 5 pays permanents de l'ONU, ces 5 pays permanents, aujourd'hui, ils ont la capacité financière qui puisse quand même décider au sort du monde entier. Et la capacité militaire. Exactement. Voilà que l'Afrique regorge 54 pays. Et ces 54 pays-là, il n'y a aucun de ces 54 pays-là qui est représenté aux 5 pays permanents, soit au Conseil de décision de veto de l'ONU. Alors, Gabriel, oui, allez-y. Laisse-moi te dire, quand vous venez recevoir, c'est ce que moi j'affirme et je confirme encore, quand vous venez chaque fois recevoir les bénédictions avant d'être élu, en France, en Angleterre, aux États-Unis, vous voulez être membre du Conseil d'études de veto, quand vous choisissez, vous n'êtes pas élu quand vous choisissez, et prenons l'exemple comme le cas de la Guinée. Le monsieur, tout le monde sait qu'il n'a pas été élu, qu'on a fraudé, qu'on l'aurait installé, aujourd'hui il fait à sa tête. Comme c'est la France qui lui a donné le credo, il est là, il fait à sa tête, il veut changer les choses. Quand le peuple sort, aujourd'hui, peut-être la France contraire que la population sort. Et les gens vivent des dernières manifestations. Mais si son tête, il va droit dans le mur. Quand il tête, vous allez voir que tous les Guinéens sont là. C'est là où vous allez attendre, la France va intervenir. Sans cela, le monsieur fera son 3e mandat. Donc, ce que les Africains doivent faire, c'est nous.
Le peuple, nous n'allons pas les leaders qui doivent lancer des affaires. Ce seraient des sorties spontanées. C'est comme le cas aujourd'hui. Si c'est avec le Togo, on laisse ce chef d'État faire le 4e mandat. On laisse la Guinée faire le 3e mandat. On laisse Alassane Ouattara faire le 3e mandat. Vous allez voir que tous, ils vont encore changer leur système de constitution. Donc, il faut mettre fin à ces histoires. Déjà, et pour mettre fin, c'est l'ONU qui doit intervenir. Oui, il n'y a que cet organe, peut-être, qui a financièrement, la CEDEAO. Vous croyez que la CEDEAO peut faire quelque chose? La CEDEAO, quand il avait intervenu en Gambie, c'est grâce à qui? C'est grâce à l'ONU. Ils n'ont qu'à envoyer des troupes, mais c'était l'ONU qui était derrière. Matériellement, c'est l'ONU qui a fourni les armes d'intervention. Voilà le problème. Les transports des logistiques, c'est l'ONU. Donc l'ONU a le droit de veto. Du moment où vous demandez, vous n'avez pas du matériel, des avions même pour transporter les troupes. Vous ne voulez pas que l'ONU intervienne. C'est ça le problème de Casse-Bleu. C'est ça le problème. Bon, mais maintenant, Marcel, ce que le monde entier, les populations des nations du monde entier ne comprennent pas, quand on parle de la loi de veto, ils ne comprennent pas du tout. Alors que la loi de veto aujourd'hui, selon ce qui est visionnel qu'on est en train de voir, tout simplement, c'est que parmi les 5 pays permanents, si on aimerait décider quelque chose maintenant, et s'il n'y a qu'un seul pays qui dit non, alors là, les 4 pays autres se replient sous celui qui dit non. C'est ça un peu la loi de veto. Oui, non. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça à la population? Bon, c'est là, peut-être ils vont corriger. Je ne sais pas pourquoi ils ont adopté cette loi. Parce que si un se retire et qu'on se retire, voilà que des fois, il y a des pays qui sont en conflit. Il doit falloir qu'il y ait des génocides avant que les interviennent. S'ils n'avaient pas, si c'est que la loi de veto, ou bien la Russie, ou bien la Chine n'avait voté, il n'y aura pas l'étude du Rwanda. L'étude du Rwanda. Tu t'en rends compte? Parce que le fait de ne pas, oui, les gens disent non, ce n'est pas le cas primordial, ce n'est pas le cas privilégié. Voilà. C'est comme maintenant, il y a des massacres, les gens, ils sortent de leur compte. Avec cette loi de veto qu'on pratique aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas l'avènement de la 3e guerre mondiale qu'on pourrait quand même éviter? Non, je ne pense pas. Tu sais, c'est la loi des... Moi, je peux dire que la loi des financiers, parce que chacun mène de l'argent. Ils mettent de l'argent par égal. Si disons, si la Russie met 4 milliards, la France met 4 milliards, tout le monde j'ai le droit de veto. Peut-être si tu m'as... C'est ça le problème. Quand chacun donne à égalité. Donc, ils sont obligés de dire leur mot. Je ne peux pas me demander de mettre de l'argent dans la caisse et quand moi je dis que je vous la donne, peut-être c'est ça qui fait le problème. Si c'était une cotisation, d'autres donnent. Ceux qui donnent plus, comme les États-Unis, ce sont ceux qui auront le droit de voter. Mais quand tout le monde donne sa part d'égalité. Est-ce que, oui, Marcel, est-ce que les pays membres de l'ONU, non seulement les 5 pays permanents, les autres pays membres de l'ONU, est-ce qu'ils ne cotisent pas quelque chose dans la caisse de l'ONU? Ils cotisent, mais est-ce que ce sont eux qui donnent le truc là? C'est ça aussi le problème, il faut savoir combien ils cotisent. Il y a certains même qui sont membres du Conseil de sécurité qui fournissent des agents de police et de gendarmes également. Non, ça c'est comme le Togo qui fournit beaucoup de militaires. Mais est-ce qu'il a le droit de veto? Il n'a pas le droit de voter. Oui, parce qu'on a besoin seulement des éléments. Vous ne voyez pas quand ils vont sur le terrain. Ils mettent les trucs là, et ces gens comme les trucs devant. Et les experts de l'ONU même, les voient Casse-Bleu sont derrière. Ils sont derrière des camions 4x4. Et ce sont ces gens africains là qu'on met comme des bétails devant. Quand il y a les attentats, qui sont les premiers à tomber? C'est nos noirs. Combien de blancs tombent? Depuis là, vous n'avez pas constaté que depuis que les blancs ne tombent plus encore aux interventions des Nations Unies. Alors, si ça en est ainsi, Marcel, l'Afrique aujourd'hui appelle à la conscience de sa jeunesse, appelle que toute la jeunesse, soit tous les habitants de l'Afrique se ressaisissent et qu'ils soient conscients, voilà, que ça ne bouge pas dans le monde entier. Alors que quand on vérifie, quand on analyse bien les faits aujourd'hui, c'est que c'est au sommet que ça ne bouge pas. C'est-à-dire au niveau des 5 pays permanents là, au lieu de décider au sort que voilà, qu'on essaie de résoudre un peu ces problèmes politiques, ces problèmes dictatoriaux, d'une manière ou d'une autre, que au moins la population qui est si pauvre aussi en profite et au moins les retombées, ce n'est pas le cas. Maintenant,
si on dit aux Africains de se ressaisir, donc ce qui prouve tout simplement que les Africains peuvent toutefois tourner le dos aux Européens. Si c'en est ainsi, voilà que l'Afrique ne s'est pas fait représenter au Conseil des 5 pays permanents de l'ONU. Alors si l'ONU décide aujourd'hui qu'on essaie de radiquer l'Afrique, qu'on essaie de tuer tous les Africains et que le continent de l'Afrique n'existe plus, mais ça sera réalisé sur le terrain, n'est-ce pas? Oui, c'est l'Afrique qui donne l'argent. Il fait ça, que le chef d'État qui donne l'argent à ces financiers dont je parle, à ces puissances. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ce sont ces chefs d'État qui mettent de l'argent. Ce n'est pas la France. La France, son Assemblée nationale, le Trésor français ne va pas prendre son argent. Ce sont à ces chefs d'État idiots-là qu'on demande de l'argent, qui vont avec des mallettes données à France. Et la France, lui, va déposer comme lui, mais... Et c'est la France qui dit, voilà le système. Donc, il suffit tout simplement que la France donne l'ordre, continue sur les Africains et c'est fini, ce sera concrétisé sur le terrain, n'est-ce pas? Oui, mais il faut que nous-mêmes nous prenions conscience. Quand nos chefs d'État, c'est ça le problème, ne donnent pas. Aujourd'hui, prenons la fois tout récemment à Lomé, tous ces jeunes-là qui vont chercher des passeports pour aller en Europe, parce qu'il n'y a pas de travail. Quand ce sont les mêmes qui ont les trucs là, les projets, les mêmes qui ont les mêmes contrats, et c'est la même famille, et ça tourne en rond. Il y a la corruption qui gangrène le pays. Toi-même, vous avez vu la fois dernière le cas du pont. Dieu sait combien on a donné pour ce pont qui est coulé. Quand le monde entier a commencé à parler, on dit que non, il y a eu seulement une partie du truc. Peut-être le travail n'a pas été bien fait. Comme le disent les Chinois, mais tu l'attends souvent, petit argent, petite route, petit argent, petits travaux. C'est ça le problème. Si aujourd'hui on nous dit, voilà, c'est ça ce qui se passe. Vous avez vu les routes qu'on aurait faites déjà au Togo. Les routes sont déjà fessouillées. Parce qu'on a fait de l'argent, on va faire des prêts à FMI dans les tours le MENA et on met un peu d'argent. Celui qui prend le projet donne à son petit frère, à son cousin donne à son neveu, et vous voyez, comment le magouin est partagé entre eux. Et les jeunes chôment. C'est ça, ces jeunes-là aujourd'hui qu'on voit au Burkina qui prennent les armes contre le pouvoir. Parce qu'ils sont manipulés. Aidez-nous à aller prendre le pouvoir. Demain, vous serez tout là, voilà. Mais ce sont des jeunes inconscients, ils ne savent pas que là où nous allons, c'est la mort. Vous pouvez aller attaquer un truc là, si vous n'êtes pas bien armé, on peut vous tuer. Aujourd'hui, c'est eux qui prennent le truc là sur l'armée et burkinabé. Mais demain, quand on va commencer à tirer sur eux, vous avez le chef islamiste là qu'on aurait tué la fois dernière. Tout cela, c'est de l'argent. On a mis l'eau là-bas pour tuer seulement une seule personne. Cet argent pouvait servir à aider des pauvres. Voilà le problème. Alors, bon, si c'en était... Oui, maintenant l'ONU, aujourd'hui, c'est une organisation créée pour éviter, l'objectif principal, c'est pour éviter la Troisième Guerre mondiale, n'est-ce pas? Oui, c'est pour éviter la guerre. Mais s'il n'y a pas la guerre, les petites guerres, là, qui vont fournir, qui vont donner de l'argent aussi à ces grandes puissances pour mettre dans l'ONU. Vous voyez comment c'est cas d'ONU, comment moi, en temps, dans les années 2000, donc, oui, je crois qu'à 91, moi j'étais au ACR et au Bénin, j'ai vu comment est-ce que ces cadres, ces histoires employés du ACR, quand les réfugiés avaient faim, les gens étaient sous les hangars. Ils n'avaient même pas 3 repas. Mais il fallait voir tous ces employés-là. Ils roulaient dans des grosses cylindrées, matin, midi, soir. Tout. Gros salaire. Incroyable. Ils ont des repos. Chaque mois ou chaque 3 semaines, 2 semaines de travail, ils prennent un avion pour aller au Sénégal, n'importe où. Chacun va s'en aller. Tout cela, c'est l'ensemble du... vous voyez? C'est ça. C'est pour cela que tout le monde court aller travailler aux Nations Unies. Parce qu'il y a du jus là-bas à manger. Ils ne se soucient pas de nous, les pauvres Africains. Nous, les désirés. Oui, c'est exactement ce dont on doit essayer de débattre. C'est ce que l'on appelle l'exploitation de l'homme par l'homme. L'exploitation de l'homme, ce sont eux qui nous exploitent. Et ils nous mettent des guerres que nous ne comprenons pas des fois. On nous donne des calages. Et regarde tout récemment en Russie, quand ils sont partis, nos chefs d'État d'idiots qui sont, que vous le permettez, quand vous allez pour le foie et un truc là, c'est pour aller voir des calages. Mais vous voyez que les Blancs, qu'est-ce que les gens vont?
Ah bon, votre souci, c'est avoir des calages pour donner à votre truc là, pour tirer sur la population. Leur souci, leur seul souci, c'est aller visiter les calages. Et, ouais, ils prennent des photos. C'est honteux. Alors, pour essayer de subvenir à la population pauvre aujourd'hui, qu'est-ce que les Nations Unies doivent faire aujourd'hui? Parce que les 5 pays permanents, ils se soucient seulement que de leur intérêt aujourd'hui. Et la loi de veto n'est pas en faveur de la population vulnérable. Non, laisse-moi te dire, la FAO, c'est eux. C'est les Nations Unies. Il y a le projet FIDA. Ils mettent tous ces projets, mais moi-même, tous ceux qui sont devant ces projets, on les détourne, c'est ça aussi. La FAO, je peux te dire, le pape, c'est les Nations Unies. On voit les sacs de riz, les sacs de maïs qu'on donne pour des réfugiés, qu'on envoie des conteneurs. Ils sont détournés par ceux qui sont les histoires, c'est ça aussi. Et tu les vois au marché noir. Oui, donc ça prouve tout simplement que l'ONU n'a plus la compétence de pouvoir contrôler, inspecter ces ordres donnés pour que ces ordres-là soient pratiqués sur le terrain. Oui, tout ça, c'est ce que je dis. C'est du business là-bas, tu vois, c'est ça. Eux, ils ont laissé la loi, l'article, le statut dont tu as lu tout à l'heure. Non, pour eux, ce n'est pas leur problème. On va te dire, oui, quand ils sont devant les caméras, ils vont te dire, oui, voilà, notre article, notre statut ne nous autorise pas. Mais aller sur le terrain, ils font autre chose. Mon frère Gabriel, aller sur le terrain, c'est le contraire. Nous avons débattu la fois dernière. Je parle du cas du Mali. Les jeunes Maliens, ils étaient fatigués. Parce qu'on voit les gens dans des grands hôtels, matin, midi, soir, avec les belles filles maliennes. Ce sont eux qui sont avec les belles filles. Quand ils vont sur les terrains comme ça, là. Ce sont eux, tu les vois chaque fois dans leur voiture, ils sont là bien bourrés dans les grands bars, restaurants, tout cela aux frais des Nations Unies. Qu'est-ce que nos présidents aujourd'hui, nos présidents qui sont nos représentants principaux au niveau du Conseil des Nations Unies, le moment où il y a des rassemblements, ils vont et puis ils représentent nos nations différentes. Mais quel est leur devoir? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que l'Afrique soit au moins représentée par un seul pays Gabriel, au Conseil ce sont les pays, oui, ils n'ont rien à faire. Ils vont seulement pour se faire voir. Non, Marcel, tel que se présente aujourd'hui la déontologie de la Charte des Nations Unies, est-ce que si aujourd'hui ces présidents dictateurs s'ils quittent aujourd'hui, même une autre personne peut venir aujourd'hui, mais quand les prescriptions sont comme ça, est-ce qu'il va pouvoir réussir sa mission? Non, c'est un système. Exactement. Si, moi, je présente souvent quand ils vont chercher des temps, on les appelle là, ils vont avec des mallettes. C'est pour remplir les coffres là-bas. Et donc, ceux qui ont les lingots d'or, ceux qui ont les diamants, ils ne te le diront pas. Vous ne voyez pas que tout le monde, quand ils ont dit la conférence des Nations Unies à Saint-Table, là, tout le monde était là. Ils vont donner des discours, mais le reste, c'est rien. Ils vont remplir. Et c'est voir peut-être pour qu'on puisse leur donner un peu de contrats. Certains trucs là, oui, bon, mon pays a des problèmes, j'ai des problèmes d'un peu, on dit, bon, les Nations Unies vont intervenir, le PNUD doit intervenir, c'est ça. Et on sait aussi, on voit les projets de PNUD. Ce n'est jamais fini. Les détournements. Ça, mais tu connais le cas du Togo. Le PNUD. Mais bien sûr, bien sûr. Oui, c'est ça. C'est ça. Nous ne sommes pas sans savoir. Ils ne passent pas les PNUD, ils ne passent pas ces histoires de projets FIDA, ils ne passent pas ces histoires de la FAO pour s'enrichir. C'est ça le problème. Tous ceux qui sont maintenant, qu'est-ce que l'Afrique doit faire pour se représenter? L'Afrique ne peut rien faire du moment où nous sommes toujours des commandeurs. Nous tendons toujours la main à ces histoires. Quand nous voulons faire de nos élections, nous devons toujours aller demander à la France de nous donner l'argent pour faire les élections. Quand nous avons des élections, il faut toujours aller en Chine pour voir que nous avons des milliards. Quand on se permet de détourner 26 milliards pour faire une route, et une seule personne le met dans la poche, et on va encore aux nations, ou bien, je ne sais pas, en France, pour demander 3 milliards, 4 milliards pour faire une élection. Vous ne voyez pas que les gens peuvent avoir les droits sur vous, les droits de veto sur vous. C'est ça l'erreur de nos chefs d'État. Ceux qui peut-être peuvent le comprendre, comme notre frère qui intervient souvent, l'autre là, comment il s'appelle, Kakou, non, l'autre, l'FMI, celui qui a été viré, le ministre là, son nom. Nouboupo. C'est un jeune, il est clairvoyant. Mais ce sont des jeunes, ils ouvrent les yeux à la jeunesse.
Mais je me demande si demain, ils ne vont pas mettre fin à la vie de ce dernier. Et si nos chefs d'État africains, ils arrivent à s'entendre entre eux et d'une même voix, ils réclament à être représentés. Ils ne vont jamais s'entendre. Je crois plutôt à ces chefs d'État peut-être anglophones qui peuvent s'attendre parce que les anglophones, c'est ça le problème. Les anglophones peuvent s'attendre. Mais s'il doit falloir nos chefs d'État africains et francophones, là, dites qu'il n'y aura pas jamais. Soit nous attendons un coup de fil de la France, nous attendons un coup de fil de Quai d'Orsay avant d'intervenir. Les anglophones sont peut-être. Aujourd'hui, vous voyez le Ghana qui fait tête à la FMI. Vous voyez? Et le Ghana, le Nigeria qui a bloqué, vous ne le voyez pas. Le Togo peut bloquer, peut fermer une frontière jusqu'à 1 mois, 2 mois. Impossible. Il suffit que le premier coup de fil vienne du Quai d'Orsay, il va l'ouvrir. Mais le Nigeria dit qu'il est immensement riche. Lui aussi, il a un droit de veto. Qui peut ouvrir la frontière? Vous allez crier seulement. On est obligé de négocier avec lui. Alors, si c'en est ainsi, quel est l'objectif maintenant de l'Union africaine, sa création? Et donc, c'est un projet vain comme ça qu'on est en train de prôner? Non, ça ce sont des rencontres d'amis. Les chefs d'État, peut-être, ils vont là-bas, comme il y a un jargon que les gens utilisent, que les trucs, là, je crois, le président guinéen, qu'est-ce qu'il avait dit? Que c'est un truc des chefs d'État. Ça, ce sont des amis. Ils vont là-bas, syndicat des chefs d'État. L'ONU a l'ONU là, non, surtout pour l'Union africaine. Ils n'ont rien à faire. Vous l'attendez encore? Quand on dit que c'est l'ONU qui aurait construit le siège de l'Union africaine, qu'est-ce que vous allez à dire? Quand la dame là devait être là, comment l'appelle-t-on? Il a fallu que la France intervienne avant qu'on mette le truc là. Même vous avez vu le cas de la Canadienne qui a été chassée et qu'on a mis la Rwandaise. Parce qu'on cherche à aller prendre le combat, on cherche à tisser des relations avec le Rwanda. Donc on a tout fait pour interjeter la dame. Voilà. C'est le rôle des puissances de ces droits de veto. Bon, à votre avis maintenant, quelle est maintenant la base fondamentale de ce problème, des problèmes des pays de l'Afrique francophone qui ne s'entendent pas d'abord et qui s'en vont demander de l'argent à la France et autres là. Bon, quel est le diagnostic de ce problème? Non, moi, ce que je vois, tous ces anciens là, chefs d'État, les histoires là, il faut le déguerpir, il faut des nouvelles têtes. Moi, c'est moi. Peut-être avec la nouvelle jeunesse, les jeunes de 20 ans, 30 ans aujourd'hui, quand ils vont prendre le pouvoir, peut-être ils auront d'autres. Mais si ces vieux de 45, 60 ans, là, qui nous tiennent encore, ils n'ont rien à dire. Peut-être les jeunes comme les Kakoudou pouvoir tiennent tête à les Macron là, à dire que non, malgré la puissance comme Hassan Ouattara, la pression, mais le gars il continue de narguer. Il dit ce qu'il veut, ce qu'il pense. Et le problème maintenant est que si ces chefs d'État se détournent de la France, vous n'avez pas peur que la France peut plaquer un veto au Conseil permanent de l'ONU pour qu'on se lève en guerre contre l'Afrique? Non, je ne pense pas. Du moment que la France se nourrit de l'Afrique, nos minéraux là, ce sont eux. Quand nous-mêmes, vous voyez, vous attendez... Oui, déjà le moment où ces présidents-là seront détournés derrière la France, donc ça prouve que ces minéraux qui sont exploités seront cessés automatiquement. Il y aura de rupture. Et en ce temps-là, la France peut revoter par une loi de veto à l'ONU et puis on va se lever en guerre contre l'Afrique. Non, toi-même, tu sais déjà, quand nous avons notre CFA avec eux, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, il y a certains qui demandent qu'on ferme ces institutions-là. Comment est-ce que vous ne pouvez pas, des Africains, c'est la France qui doit gérer votre truc-là? Quand aujourd'hui, ces jeunes qui réclament qu'il faut fermer cette institution-là, la France ne va pas aimer. Il sait comment il s'est enrichi, comment il utilise cet argent. Demain, quand vous allez, ce sont donc, pour moi, il doit falloir que les jeunes chefs d'État qui prennent le pouvoir, les jeunes de 30 ans, il faut les encourager, 30, 35 ans, qui vont prendre le pouvoir dorénavant. Ce sont eux qui vont tenir tête au jeune Macron. Peut-être lui, il ne serait pas là. Mais je sais qu'il y aura encore un autre jeune. Ils vont tenir tête.
Macron comprend. Il comprend bien. C'est un jeune, il comprend. Mais que voulez-vous? On vous dit que la France a ses intérêts. Que la France a... Leur problème, c'est que les intérêts. Demain, vous allez constater, vous n'avez pas vu nos chefs d'État aller pleurer. Quand il y a eu un attentat à tel journal, le journal, vous avez vu combien de milliards les gens donnaient pour le... Oui, Charlie. Oui. Le journal Charlie. La cathédrale de Notre-Dame. Oui, Charlie. Oui. Le cas de Charlie, les Yaïbouni qui sont allés pleurer l'histoire. Vous voyez, depuis... Mais, tiens-toi bon, combien de journalistes sont tués en Afrique? Matin, midi, soir. L'Afrique, beaucoup de journalistes tombent sur les champs. Mais aucun chose, ils ne vont pas pleurer. La cathédrale Notre-Dame. Vous avez vu des milliards, ils ont donné. Oui, bien sûr. D'autres n'ont pas voulu, même comme... Oui, ils ont donné. Mais l'argent qu'ils donnent, ils ont donné là. Ça peut même construire plus de 5 cathédrales encore. Pourquoi? Pourtant, il y a des cathédrales qui brûlent chez nous en Afrique. Allez-y en Côte d'Ivoire. Vous allez voir comment c'est les églises brûlent. Mais ils ne donnent jamais. Voilà le problème. On préfère, oui, dire au maître que oui, je vous ai soutenu, donc il faut protéger mon pouvoir. Bon, quand je vais faire le 3e mandat, parce que j'aurais donné 5 milliards pour les histoires de la construction de la cathédrale. C'est ça le problème. Il doit falloir que la France aussi arrête ces histoires-là. De prendre les mallettes, les histoires. On nous a dit que oui. Non, mais ce n'est pas la France qui demande, hein, mais c'est plutôt nos dirigeants africains eux-mêmes, volontairement, ils se lèvent et puis ils s'en vont donner. Gabriel, c'est un système. On ne doit pas même voir, le même système est dans nos sociétés. Quand je suis chef d'État, les grands trucs là à qui j'ai donné des contrats, mais je ne leur demande pas. Tous les matins, et aujourd'hui peut-être ça ne se fait pas voir. Le temps de Yadema, les gens qui avaient des mallettes, toutes les sociétés là, Sototoul, toutes les grandes sociétés là, la S3, et tous là, les mallettes, plein d'argent, vous dirigez à Lomé 2. Ça, non, mais c'est un geste de générosité. Non, si quelqu'un t'a donné quelque chose de total, il faut être reconnaissant. Non, ce n'est pas un geste de reconnaissance. Si vous ne donnez pas, on va vous franquer des taxes, des impôts. On ferme votre société et vous perdez pour de bon. C'est un système. Quand on vient dire, c'est comme ça, nous donnons à chaque année, déjà à partir du 14 décembre, il faut envoyer des mallettes à la prison. C'est ça le problème. Pour dire que oui, voilà, c'est que les bénéfices que j'ai reçus pour cette année d'histoire. Quand vous le faites, on ferme. On ferme. Pourquoi le temps, les gens donnaient de l'argent pour les Ramco, là, ces sociétés, ils donnaient de l'argent pour quand on n'était plus là. Vous avez vu content, on les a... la dame qui était là, la dame la chargée des impôts. Oui, il les a marqués ou pas. On a frappé certains droits. Parce que le système ne se continue pas. Mais quand ils ont commencé maintenant à donner, on s'est tué. On s'est tué. C'est le système. Alors là, on peut dire tout simplement que, en résumé, que c'est l'ONU même qui prône la dictature dans le monde entier. Oui. Surtout en Afrique. Non, pas l'organe même, mais certains, les dirigeants. Parce qu'ils vont nous dire que, oui, voilà notre statut. Le statut ne permet pas, nous, d'intervenir, mais quand il vient, c'est notre système. Tu comprends? La Constitution, il y a le statut des Nations Unies, dit, voilà, moi, quand ils viennent là-bas, ces responsables-là, ils font autre chose. Ils sont eux qui vont. Donnez-moi à manger et nous allons vous garder. Vous ne donnez pas. Quand ils vont là, il faut des couloirs. Hein. Quand ils vont aux Nations Unies, il faut des couloirs. Il faut qu'on puisse accepter. Est-ce que l'ONU ne peut pas interrompre ça vis-à-vis de ces pays africains qui a jamais vu l'argent? Puisqu'aujourd'hui, la paix que prône l'ONU aujourd'hui, cette paix-là est menacée par la dictature. Vous allez voir, remarquer ça dans les pays, surtout Afrique francophone. En tout cas, il n'y a que peut-être Dieu qui peut refuser cet argent. Allez voir la vie qu'ils mènent là-bas. Quand le Ghana était là-bas, tout le monde avait applaudi. Non, quand le Ghana, mais il fait un moment, et vous avez vu, plutôt c'est lui, il paraît que c'est lui, mais sur son règne, qu'il y a eu plus de conflits. On lui a dit que, mais monsieur, toi, africain, c'est comme ça, nous on fait ici, il faut activer. Il faut activer les gars là-bas, l'argent viendra, et les salauds là-bas, encore les chefs d'État, ils vont envoyer les malins, ils vont remplir encore nos coffres forts. C'est quand ils visent les coffres là, ils mettent la guerre que les gens ne comprennent pas. Pourquoi la Russie vient s'imposer en Centrafrique et que l'Afrique n'arrive pas?
Donc maintenant, quel conseil pouvez-vous donner maintenant, actuellement à l'heure où nous sommes? Nous sommes au seuil des élections présidentielles dans de différents pays, surtout Afrique francophone. Et peut-être qu'il y aura encore des bains de sang. Et selon ce qui s'annonce sur les réseaux sociaux de gauche à droite, la Côte d'Ivoire, la fois dernière, bon, on appelle déjà la mobilisation, le Togo également, et également la Guinée, on vient de voir la descente de la population dans les rues autres là. Maintenant, toutes ces choses-là se passent, mais l'ONU s'est tue. Jusqu'alors, l'ONU ne bouge pas. Oui, pour le moment, l'ONU ne peut rien faire. C'est à nous de se soulever. L'ONU ne va jamais nous demander. C'est quand vous serez matraqués. Parce que je te donne l'exemple sur le Togo. Entre-temps, quand on demande aux Togolais d'aller manifester, ils disent, oh, moi j'ai du boulot, hein. Moi je viens pour mon travail, je n'ai rien à faire, il faut avec les politiciens. Quand aujourd'hui on commence à fermer les sociétés, les gens ont faim. C'est comme, ah, nous on est fatigué du pouvoir, nous on est fatigué de tel montant. J'ai des amis aujourd'hui qui m'ont dit que décembre prochain, il y a beaucoup de sociétés qui seront fermées. C'est là que les gens vont finir par comprendre que oui, quand vous êtes dans la galère, il faut se révolter. Il est temps que le peuple se soulève. Ce n'est pas l'ONU ni quelqu'un qui va vous demander. Et ils vont se révolter avec quoi exactement? On tire sur la population comme ça. L'ONU ne dit rien. On dit la voix du peuple est la voix de Dieu. Quand le peuple va prendre les rues et va déstabiliser les pouvoirs, vous allez voir, l'ONU va intervenir. Mais quand peut-être ils vont commencer à tirer, c'est là l'ONU ou bien les autres vont intervenir. Mais sans cela, jamais la France ni l'ONU ne jamais va intervenir. Quand nous allons nous quatrer dans nos maisons, 4 maisons, dire que oui, non, l'histoire, jamais. En temps, tu te rappelles de 2005, quand il y avait les événements là, c'est qu'on a commencé à tuer, qu'on a déjà frappé, qu'il y avait les Nations Unies, les gens commençaient à intervenir. On a envoyé au Bas-Saint-Jean les histoires, sur le terrain les histoires, pour négocier en coulisses. On envoie les Africains aller négocier les histoires. C'est comme ça. Si ce n'est pas à cause de notre lâcheté de l'opposition, moi, c'est moi là. Si vous ne donnez pas le pouvoir, moi, je vais passer. C'est ça. Sinon, depuis 2005, le Togolais est déjà fini. Nous avons eu encore l'opportunité, avec le Sauvons le Togo, la manifestation du 12 juin 2012. Mais on s'est trahi, ou bien nous avons trahi encore cette marche. Le pouvoir a pris. La marche de la C14, ça a donné. Mais incompréhension, quand nous ne voulons pas, c'est ça le problème. L'opposition togolaise, surtout l'opposition togolaise. Déjà, il doit prendre l'exemple sur l'opposition guinéenne. Malgré qu'on les a au jeu la fois dernière, ils étaient enclavés. On a mis les histoires devant leur porte. Le leader d'opposition, il n'était pas sorti. Il n'a pas pu gagner la marche, mais le peuple était dans la rue. Voilà, c'est ce qu'on appelle un peu digne. C'est là les gens disent, ah, malgré que nous avons coiffé le monsieur, on l'a mis en prison, mais le monsieur est sorti. La population était descendue. Là, ça peut faire bouger les Nations Unies, de dire, ah, si nous ne mettons pas fait à ces histoires, ah, le peuple va mettre les histoires, il va commencer à casser nos institutions, nos banques, nos histoires que nous avons, nos institutions. Là, il faut vite intervenir. Donc, c'est pour lancer un appel à nos peuples africains. Si vous ne voulez pas manifester, vous voulez vous coiter dans les histoires, jamais. Vous n'aurez jamais la paix. Nos jeunes vont souvent aller mourir dans les océans. C'est ça le problème aujourd'hui. Maintenant, si je vous comprends bien actuellement, donc la loi de veto s'est manifestée, s'est reposée sur sa base financière. Donc c'est ceux qui financent aujourd'hui, ce sont eux qui mènent maintenant et qui font sortir leur loi de veto et puis ça s'applique sur le terrain. Et qui envoient du matériel. Et qui envoient du matériel, ce sont eux. Les grands trucs là, les drones qu'ils envoient là, ce sont eux. Vous allez vérifier, donc ils ont le droit de veto sur vous. Quand nous on envoie du matériel de forte puissance sur des terrains, aujourd'hui, nous avons le droit de veto sur vous. Et ils amènent à mettre leurs techniciens. Vous-même, vous n'avez pas droit. Le petit drone là, c'est un petit blanc, un petit tour de nation qui vont le piloter. C'est ça le problème. Comment est-ce que c'est ça? Donc, quand je mets de l'argent, donc je dois être... C'est ça l'exploitation de l'homme par l'homme, je continue de le dire. Les Nations Unies sont en train d'exploiter le peuple africain. Et nous aussi, on ne veut pas comprendre. Et comment faire pour arrêter ça maintenant? Comment faire? Puisque se réunir aussi, c'est difficile. Comment est-ce qu'il faut faire?
est-ce que nous avons la solution? J'avais dit la fois dernière que soit on doit revoir la copie, on doit revoir les tests des Nations Unies, mais est-ce que quand ils ont les intérêts dans cette année, est-ce qu'ils vont accepter à revoir? Oui. Donc je dis la nouvelle génération, peut-être, sauf la génération comme les Kakounou Boko, là, qui peut, comme les Sako, comme l'opposant, comme Maurice Kanto, la nouvelle génération que je vois là, ce sont eux. D'accord. Donc, nos jeunes comme les jeux Sativille qui commencent à sortir, comme comment la Bleu Goudé, là, lui, on l'a déjà coffré, lui, c'est fini pour lui. Ce sont des jeux comme ça qui peuvent au moins sortir de l'Afrique, du pétrin. Mais c'est ça. Alors, néanmoins, il va falloir qu'on essaie de prôner la manière dont l'Organisation des Nations Unies se fonctionne selon leurs textes ici, mais ne serait-ce pas mieux aussi qu'on essaie de rappeler les textes sur les ondes, c'est-à-dire les prescriptions, leurs lois, leurs articles sur lesquels ils se sont basés pour fonder l'ONU. Si on essaie quand même de faire la sonnette d'alarme, je pense bien que si déraillent, ils peuvent se ressaisir, n'est-ce pas? Non, les textes sont là. Même, je te prends l'exemple d'un ministère. On te dit, oui, voilà comment est-ce que le ministère fonctionne. Mais en dehors de tout, on te dit, non, c'est autre chose ici. Vous ne voyez pas que le problème de nos jeunes cadres qui viennent de l'Europe, qui reviennent là, qui veulent travailler, on me dit, ah, mon frère, ah, vous, ce que vous avez pris en Europe, là, c'est comme ça, vous avez travaillé en Europe, ce n'est pas le même système ici. Hein. Nous, on travaille d'une manière. C'est ce qui fait que beaucoup démissionnent. Soit tu es obligé de s'adapter au système, soit tu dégages puis tu retournes. Et beaucoup ont perdu du travail à cause de ça. Donc, c'est le même système. Quand vous aurez toujours... Donc, oui, vas-y. Donc, Marcel, on est pratiquement à la fin. Donc, nous allons essayer de... Quel serait votre dernier mot, surtout à l'égard de l'ONU? L'ONU, qu'est-ce que nous on peut dire à l'ONU? Seulement, nous dirons seulement à la nouvelle génération d'être de voix claire. C'est sauf la nouvelle génération, que, comme je continue de le dire, qui peut nous sortir de ces pétrins. Parce qu'avec ces vieux de l'ONU, là, on ne peut rien faire. Parce que c'est le système. Il doit faut que la nouvelle génération qui puisse dire qu'aujourd'hui, bon, il faut revoir la copie, il faut revoir les tests des Nations Unies, il faut le système de travail des Nations Unies. Là, peut-être on peut. Sans cela, aujourd'hui, c'est un truc qui est gangréné. L'ONU est gangrénée. On ne peut rien. On ne peut rien. D'accord, merci Marcel. Je rappelle que vous êtes activiste et également membre de l'Amnesty International. Vous résidez actuellement à Irlande. Merci d'être en direct avec nous sur ce plateau pour le second numéro de l'émission Lumière Internationale. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Malik Sall de l'autre côté pour la réalisation et sa mise en onde. Je suis Gabriel Adona, votre envoyé, votre serviteur, animateur principal. Et nous vous retrouvons le vendredi prochain pour un troisième numéro spécial qui va se baser sur le chapitre 6 de la Charte des Nations Unies. Et ce chapitre-là, nous allons essayer de prendre article par article et en décortiquer et savoir l'explication au fond et prendre maintenant les précautions nécessaires. Une fois encore, merci d'avoir participé à cette émission. Nous vous disons rendez-vous vendredi prochain. On se retrouve le week-end. Bye bye. Merci, c'est moi qui vous remercie.